Ready or not. Ready. Ready or not. Here I come. You can't hide. I'm gonna find you. Salut Cécile, je te rejoins à nouveau pour faire une vidéo. Alors aujourd'hui en fait on va faire une vidéo un petit peu particulière, c'est une vidéo échange en fait. On était parti au départ pour faire un débat et puis finalement on n'avait pas cadré véritablement de sujet de débat et donc du coup vous allez assister à un échange entre Radia et moi. Radia est une femme voilée avec des positions, une femme voilée musulmane avec des positions iconoclastes au niveau de l'islam. Elle a des positions qui sont pas forcément des positions majoritaires et donc du coup on a décidé de faire un petit échange. Alors c'est pas vraiment un débat cadré, rigoureux comme vous avez pu le voir sur la chaîne. On est plus sur un échange, quelque chose de détendu et un premier contact. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Alors bonjour, bonjour Radia, tu es l'animatrice, la principale animatrice et coordinatrice de la chaîne Omri. Et donc tu nous disais 11 milliers d'abonnés. 11 millions, ça serait bien. Ouais, ça serait bien, mais pourquoi pas, il faut les viser. Et donc du coup, tu nous as fait l'amitié de regarder en fait ce qu'on fait nous-mêmes sur notre chaîne et on a fait une vidéo où on parlait d'islamophobie et donc tu as tout d'abord expliqué que tu avais beaucoup aimé la vidéo, donc je te remercie pour ça. Déjà, je te remercie d'avoir regardé puisqu'elle était très longue. Et par contre, tu avais des points de désaccord et du coup, ce que j'aurais souhaité, c'est que tu puisses te présenter, dire un peu rapidement qui tu es et puis formuler les points sur lesquels tu étais en désaccord avec cette vidéo, s'il te plaît. Alors, moi, je suis, Radia Oulepsir. J'ai 42 ans. Je suis maman de 4 enfants. J'habite en Belgique. Je suis une Française, expatriée depuis plus de 20 ans. À la base, une Parisienne. Je suis née à Paris 14e. J'ai passé mon enfance à Asnières-sur-Seine. Et ensuite, je suis allée dans le Val d'Oise, du côté de Saint-Gratien, en Guin-les-Bains. J'ai fait mes études secondaire là-bas et je me suis expatriée à peu près à l'âge de 19-20 ans. Voilà. D'accord. Il y avait une raison particulière ou c'est privé le fait que tu aies immigré en Belgique? Oui et non. Enfin, il y a toujours ce problème. J'avais perdu mon père donc à l'âge de 17 ans. Mes condoléances. C'était pas toujours évident. J'ai galéré un petit peu aussi en Belgique pour trouver ma place. C'était pas évident non plus. On avait des amis de la famille et puis j'ai commencé à travailler dans une boîte, j'ai pu commencer à me loger et à m'installer. Ouais. Et je me suis mariée à mes 22 ans et donc j'ai continué mes études en parallèle. J'ai toujours aimé apprendre. Je suis très autodidacte et j'ai écrit entre autres un livre, je dirais pamphlétaire, il y a à peu près qui m'a pris à peu près 2 ans, que j'ai écrit entre l'année en mars 2000. J'ai commencé à l'écrire en février 2017 et j'ai à peu près terminé plus ou moins de l'écrire au second trimestre 2018 et ensuite c'était du peaufinage. Je suis encore en phase finale pour le publier au niveau papier, mais en numérique il est bouclé. Critiqué Okay. et accessible, c'est pas mal. Voilà. Ok, écoute, de toute façon, on va devoir se reparler en vidéo puisque on a convenu que je lirais ton livre et que du coup, on pourrait discuter ensemble de ce que j'en ai pensé. Et puis au-delà de ce que j'en ai pensé, parce que je suis pas un grand critique littéraire et que mon avis n'a pas tant d'importance, mais ça permet de discuter des concepts qui sont développés dans le livre et ça peut être intéressant pour nos deux auditoires et pour nos deux communautés. Oui. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a... Pour moi, il y en a qu'une seule. Pour moi, il y en a qu'une seule. Mais... La communauté humaine, on est d'accord. Ouais, il y en a qu'une seule. Ouais, je parlais des communautés qui nous suivent, mais oui, tu as raison. Factuellement, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté humaine. Voilà. Alors, je voulais savoir, du coup, dans cette vidéo où on parlait avec mon ami Jean-Marc, on parlait de l'islamophobie. Jean-Éric. C'est Jean-Éric. C'était. Oui. Jean-Éric, autant pour moi. Ça, je suis enrhumé aujourd'hui, c'est le rhume. Je dis n'importe quoi. Donc avec Jean-Éric, oui, effectivement, et on parlait d'islamophobie, et Jean-Éric avait préparé quelque chose. Alors, ça reflétait pas forcément mon avis, cette vidéo, ça reflétait en tout cas l'avis de Jean-Éric. Il y avait des choses avec lesquelles j'étais d'accord avec lui, d'autres avec lesquelles j'étais moins d'accord. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il avait fait un gros travail de préparation, et il nous a livré une vision qui, selon moi, est une vision intelligente, même si j'ai quelques nuances, mais c'est une vision très intelligente et très construite, et je le remercie pour ça d'ailleurs. Mais toi, tu avais quelques critiques à formuler, c'était des critiques que je trouve intéressantes, puisque j'ai regardé la vidéo dans laquelle tu en parles un petit peu, et donc du coup, je te laisse expliquer. En fait, voilà, j'ai suivi attentivement votre débat sur
où il y avait le titre Islamophobie en France. En gros, on pouvait comprendre via son historique qu'il avait préparé par rapport au conflit qu'il y avait dans l'histoire entre les catholiques et les protestants. J'ai trouvé ça très bien dans le sens où, oui, probablement que ça explique une partie de entre guillemets de la méfiance que l'on pourrait avoir, je veux dire historiquement en France. Or, on oublie aussi que les populations se sont mélangées et il y a des pans de l'histoire aussi qui ne sont pas racontés. Donc l'histoire, c'est toujours un parti pris et on occulte des autres pans de l'histoire. Et en fait, j'ai l'impression surtout aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, que l'histoire finalement n'a été écrite en réalité que par les extrémistes et pas par ceux qui vivaient réellement ensemble en leur temps à cette époque-là. C'est toujours eux en réalité qui ont eu peut-être gain de cause. Mais du coup, qu'est-ce qui te permet pour l'écriture du récit collectif? Comment? Qu'est-ce qui te permet du coup d'avoir ce genre de conclusion? Est-ce que tu as des Par ouvrages? exemple, on occulte, comme je disais, dans l'Espagne andalouse, voilà, 8 siècles de présence musulmane, où il y a eu beaucoup d'échanges fructueux entre les juifs et les chrétiens, bien qu'il y ait eu des guerres intestines. Il y a quand même beaucoup de livres qui parlent de ça. Il y a notamment, je peux conseiller Gilbert Sinoué qui parle beaucoup de ça. Il y a même Jacques Attali, qui est pourtant pas un auteur que j'aime beaucoup, mais même lui raconte l'histoire d'Averroès et de Maïmonide et de justement cette histoire andalouse. Il y en a eu plein d'autres, hein. Il y en a eu plein d'autres. Le problème, c'est que il y a eu beaucoup aussi d'apports de musulmans, notamment dans la pensée philosophique dont ont hérité les Grecs et les Européens, mais qui ont l'inverse est vrai aussi d'ailleurs, qui ont été spoliés. Je pense qu'on s'influence tous les uns les autres, et les vérités d'aujourd'hui ne sont pas plus ne font pas exception même pour le passé. Ne font pas exception même pour le passé. Les gens échangeaient, peu importe que ce soit de l'ajout verbale violente ou non, les idées fusaient de la même manière. Ouais, mais il y a peut-être quelque chose qui a joué, c'est que on le voit par exemple, regarde, si on prend les Grecs, on a Socrate. Socrate, on sait très peu de choses de lui, alors qu'apparemment il était un philosophe extraordinaire, et on le sait grâce à Platon qui lui écrivait. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'islam a adopté quand même très tard, l'islam en tant que civilisation, pas en tant que religion, hein, a adopté très tard l'imprimerie. Ce qui fait qu'en fait, les gens qui se réclament de cette civilisation aujourd'hui ont beaucoup moins d'écrits qu'un occidental. Un occidental a beaucoup plus d'écrits. Ah, mais il y a eu beaucoup d'autodafés aussi, donc dans l'histoire. Et puis, faut pas oublier aussi. Ouais, non, mais ça répond pas au fait qu'il y ait des autodafés. Il y aura toujours des autodafés. Mais ce que je veux dire, c'est que, à nous d'avoir une pluralité de sources pour pouvoir accéder à une vérité. Mais en tout cas, les écrits sont là. Il y en a quand même beaucoup moins dans la civilisation musulmane à cause de leur adoption très tard de l'imprimerie, parce qu'ils décidaient que, se passer le savoir de parole à parole, on avait des chaînes, oui. Eh ben oui, mais du coup, c'est beaucoup moins fiable. C'est beaucoup moins fiable qu'à l'écrit. Les Arabes de l'époque, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je dis cette formule, bien qu'on ne soit pas obligé de la dire. C'est juste usuel. Tu es ici chez toi. Et donc, ce que je veux dire, la tradition orale chez les Arabes, pas chez les musulmans, parce que chez les Arabes, était monnaie courante, valait parole, valait acte, valait tout. Ouais, mais on peut comprendre. Ce qui fait qu'ils avaient développé énormément leur mémoire, et c'était des parcuristes, et ils savaient où la faute se faisait. C'était des grands poètes aussi. Ouais, ça c'est vrai. Il y a une grande culture de la poésie. D'ailleurs, il y avait de grands poètes, et j'en parle d'ailleurs sur cette chaîne, hein, puisque j'ai parlé de livres justement qui parlent de ça. Mais on peut quand même malgré tout avoir cette critique et formuler cette critique rapide, que quoi qu'on fasse, il suffit de faire des tests. Moi, je l'ai fait en entreprise parce que je travaille dans des entreprises de communication. Quoi que tu fasses, tu peux avoir un parcuriste. Nous, on prenait une phrase avec 2 mots. Tu prends 2 mots, tu les fais parcourir une assemblée de 10 personnes où chacun se parle à l'oreille. Et ben, les 2 mots, quand ils sont partis de ta bouche, quand ils reviennent à ton oreille, c'est déjà plus les mêmes sur un même espace-temps. Imagine la même chose sur plusieurs siècles, sur plusieurs civilisations et sur plusieurs générations. Il est impossible que ce soit aussi fiable que du papier. Impossible. En fait, c'est pour ça qu'il faut toujours retourner aux sources et puis réinterroger. Et le problème. Mais si on n'a pas de sources. Non, mais les sources, on en a toujours. Ne serait-ce que par l'histoire, les écrits, l'archéologie, il y a des preuves tangibles. Non, mais on parlait de philosophie. Excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. On parlait de philosophie et je te dis juste que la culture musulmane, hein, je parle pas des Arabes. Ibn Hazm,
Oui, Est-ce que tu connais Ibn Sina? Est-ce que bien tu connais, sûr, je connais Ibn énormément. Sina. J'ai Il y même en a lu, énormément. j'ai même lu Averroès. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup moins d'écrits quand même dans cette civilisation-là. Je te dis pas qu'il y en a pas, et je te dis pas qu'il n'y a pas eu des grands penseurs. Il y en a eu des immenses. J'en connais des immenses penseurs. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que parce que si tu veux, regarde le cœur de là où je veux en venir. Je vais t'expliquer Si là où tu je me veux en dis, venir. si tu veux dualiser, en fait, entre guillemets, mais pas d'une manière méchante, hein, quand tu dis il y a eu moins d'écrits dans cette C'est civilisation-là, factuel pour moi. qu'est-ce qu'une civilisation de un? De deux, faudrait Un déjà se empire, poser la un question. empire. Alors, si on doit parler par exemple de l'Empire français, il y a une couche à dire sur le colonialisme et la période précoloniale, ne serait-ce que par exemple par rapport aux pays du Mais Maghreb. on peut pas tout mélanger. C'est-à-dire que si on parle, moi je veux bien qu'on parle de la période coloniale, mais là on est en train de parler de philosophie. Je vois pas Tu me trop ce parles que la période d'empire et de coloniale a à faire avec ça. civilisation. Non, ce que je veux dire, c'est que tu veux me parler d'empire et de civilisation. Non, je te parle Qu'est-ce qu'une d'empire et de civilisation? civilisation, dans le Qu'est-ce sens où qu'une civilisation? eh ben, une civilisation, c'est tout simplement un empire et tout ce qu'il compose, c'est-à-dire sa religion, c'est-à-dire son fonctionnement politique, comme par exemple l'Empire romain. Il avait un fonctionnement politique, il avait une religion, il avait un cadre législatif et il avait beaucoup d'écrits. Et ce qu'on peut dire, c'est que Qu'est-ce qu'il en reste de Rome? il en reste notre système légal, il en reste beaucoup de philosophes, il en reste Sénèque, il en reste pratiquement tout notre cadre légal est formé sur l'Empire romain. Et il en reste quand même énormément de choses. Donc oui, il en reste des choses. Mais après, toute civilisation meurt, si c'est ça que tu veux dire. Oui, toute civilisation meurt, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être, et c'est encore une fois, je ne l'impose pas, c'est ce que je suis en train de dire, c'est une hypothèse, c'est que peut-être ce que je disais avec Jean-Éric, c'est tout simplement que pour moi, l'islam, parce qu'on doit bien reconnaître qu'on a avec l'islam les problèmes qu'on n'a plus avec d'autres religions. Et si on a ces problèmes-là, c'est parce que l'islam, me semble-t-il, n'a pas eu sa période des Lumières. Alors j'imagine, te connaissant, que tu es extrêmement critique des Lumières et que c'est un sujet sensible. Mais pour moi, si l'islam en est encore à dire à des gens, non, mais attendez, faut pas tuer, c'est parce que ils n'ont pas eu. Pourtant, ils ont eu Ibn Rushd, Averroès, qui est pour moi au moins aussi performant que Spinoza. Seulement, on n'a pas de musulmans aujourd'hui qui les mettent en avant, ces penseurs. Ibn Sina, c'est pareil. Quand je le lis, j'ai l'impression de lire une personne des Lumières, mais on a personne qui le met en avant. On a personne qui explique que Al-Farabi était un disciple de Aristote. Et tu vois, toutes ces choses se perdent et on a l'impression que, c'est ce que je disais à Jean-Éric, moi je connais énormément de musulmans puisque j'ai grandi dans ce milieu. Lire c'est chiant, lire c'est chiant. Déjà lire le Coran, merde, c'est chiant. Il est juste beau comme ça dans le salon. Mais alors, on saute aussi des pans de l'histoire. Donc, il faut comprendre. Quand tu me parles de civilisation et d'écrit, déjà, le premier, si tu veux me parler de civilisation et surtout de l'islam, parce que c'est un peu ça qu'on a envie de dire, le premier verset coranique, déjà, qu'est-ce qu'il dit? C'est Iqra, apprends. Et notre problème, ce n'est pas que nous n'avons pas appris, parce qu'il y en a qui apprennent, mais que maintenant, et même depuis très longtemps, la majeure partie des pays qui ont été colonisés étaient à grande majorité, pas que musulmans, mais si on veut vraiment, je caricature, je vais vite. Quand un pays est colonisé, la première chose que les colons font, c'est qu'est-ce que c'est? On s'attaque à quoi? Pour discréditer tout empire, toute civilisation et la mettre pour valider sa colonisation. On adopte par exemple la technique des Anglais, d'abord de détruire toutes les bâtisses qui représentent la culture, toutes les traces qui peuvent. Mais l'Empire ottoman a fait la même chose pendant 700 ans. L'Occident n'a Il y a beaucoup de choses à que dire aussi sur l'Empire ottoman. Il y a eu du beau et du mauvais, de partout. Non, mais ce que je veux dire, c'est l'apanage. on est là dans une conflictualisation, dans une conflictualité entre civilisations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas les méchants occidentaux. Les occidentaux Non, en fait, le nœud du problème, il est dans la mémoire coloniale. Il n'est rien d'autre que là. Ça veut dire, mais si on retourne en réalité, c'est pas l'islam, c'est pas la chrétienté, c'est pas. Alors, quid de la mémoire coloniale? Il y a des pans de l'histoire qu'on occulte dans la mémoire coloniale. Il y a des pays musulmans. Et donc, on revit, c'est ce que j'ai abordé dans mon livre notamment. Il faut qu'on fasse, si vous voulez, une thérapie nationale. On est marre qu'on parle d'identité nationale. Il faut qu'on fasse une thérapie nationale et qu'on guérisse tous les Alzheimer. Déjà, qu'on réouvre des pans de l'histoire, mais pas pour revivre l'histoire, mais pour que ce soit une base qui nous fasse réfléchir et que nous vivions d'abord nos réalités d'aujourd'hui. L'enjeu majeur, c'est de vivre nos réalités d'aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent nous figer dans l'histoire et qui veulent nous figer dans le passé. Et il y a une dualité pas mal aidé par les protagonistes. Il y a une dualité cognitive à ce niveau-là entre
ce que l'on palpe dans le réel au quotidien en disant bonjour à nos voisins, pour rebondir sur ce que vous disiez dans vos vidéos, où on est, tu veux dire, des Français, on est à l'école ensemble, peu importe nos origines, notre culture et notre religion, quelle qu'elle soit. Et nous avions ce civisme qui s'est perdu d'ailleurs depuis plus de 20 ans en France. Et nous avions surtout ce noyau dur qu'au-delà de nos différences, quand on voulait se dire merde, on se disait merde et puis c'est tout, quoi. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, la démocratie, elle est en danger, mais à tous les niveaux, pour moi, pour rebondir sur vraiment l'actualité, avec tous les collectifs, quels qu'ils soient. Le collectif contre l'antisémitisme, de même. Le collectif de l'islamophobie, pareil. Ils jouent exactement le même jeu. Oui, c'est un jeu américain, c'est un jeu identitaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fouillé dans notre propre histoire et on n'a pas fait des témoignages de notre propre histoire. On a laissé d'autres écrire l'histoire à notre place. Nous tous, d'où que nous soyons, chacun, individuellement, on n'a pas écrit l'histoire de nos parents, de nos arrière-grands-parents et on se laissait exposer les uns les autres. Bah pourtant, moi, j'ai fait le travail, et enfin, je l'ai fait, je suis pas historien, mais en tout cas, j'ai fait le travail et je connais à peu près l'histoire de mon pays quand même. Oui, ton pays. Quand tu dis mon pays. Oui. La France. Oui, la France. D'accord. Moi aussi, je connais l'histoire de mon pays, la France. Oui. Je connais aussi ces pages sombres de l'histoire de la France pour être aussi d'ascendance algérienne. Et oui, donc, mais pour moi c'est pareil. Pourquoi on choisit et on filtre et on dit voilà la France tout ce qu'elle a fait de bon et on ne dit pas voilà ce qu'elle a fait de mal. Aujourd'hui, est-ce qu'on se retrouve avec les indigénistes Radia, l'Algérie ne fait pas la même chose, elle ne fait pas même pire. Elle censure des livres, l'Algérie. Oui, mais nous, on doit être mieux que l'Algérie. Mais d'accord, Radia, mais déjà la France ne censure aucun livre, ça veut dire que tous les livres peuvent sortir, mais est-ce qu'il n'est pas naturel, je dis pas que c'est normal, mais est-ce qu'il n'est pas naturel pour une personne de mettre en avant ses qualités plutôt que ses défauts? Quand tu vas voir un employeur, toi, tu lui dis, oh, mais au fait, moi, tu sais, je fais plein de conneries, mais tu... Ah ouais, moi, je dis comme ça. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Non, mais c'est normal de mettre en valeur son histoire nationale. Ça veut pas dire qu'il faut nier les histoires sombres. Mais il me semble qu'à part la France et à part l'Occident, quand tu vois la Turquie qui nie encore le génocide turc, quand tu vois... faut arrêter de se comparer aux autres pays. On parle de la France. Ah bah si, parce que l'histoire, elle est comparative. C'est un peu facile de vouloir se réclamer de la réalité et de sortir du monde. Ben non, on est dans un monde et on peut pas s'en affranchir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on regarde toujours chez les autres ce qui se passe pour éviter de regarder ce qui va mal chez nous. C'est toi qui m'as emmené en Algérie. C'est toi oui, mais pourquoi je t'emmène en Algérie? C'est la France coloniale qui a choisi de mêler son destin au nôtre. Et donc aujourd'hui, pas plus que l'Empire ottoman, pas plus que l'Empire ottoman, pas plus que les immigrés qui viennent aujourd'hui. Écoute, si on veut vraiment avoir un débat, c'est-à-dire aller au cœur, à la racine de notre mal. Le mal français, c'est pas le suicide français. On n'est pas dans le suicide. Si on arrive réellement à se parler à bâton rompu, sans censure, que tous les collectifs là, on les dégage et qu'on les mette out. On le fait déjà, en parlant déjà entre nous, et qu'on se parle vraiment, c'est-à-dire de ce qui nous fait mal, de ce qui nous fait mal aussi dans la mémoire, de ce qui est occulté, mais pas pour de la pleurniche, mais pour dépasser... Tu as un argument, par exemple, quelque chose que la France nie et qui te fait mal? Moi, personnellement, je vais te dire, pourquoi mon livre, il fait plus de 740 pages. J'ai raconté un gros pan de la guerre d'Algérie, de la colonisation algérienne, en détail, par rapport à ma famille. Et avec des documents historiques qui sont pas mis en valeur. Pourquoi? Parce que ça dérange. Même dans l'opinion publique en France, quand même en Algérie. Bah moi je suis désolé, mais quand je vais à la médiathèque de ma ville, je pourrais te faire une photo et je la montrerai et peut-être même je la mettrai en incrustation dans cette vidéo. Il y a un mur complet sur la colonisation algérienne et c'est le seul pays. Mais bizarrement, il y a personne qui va à la médiathèque. Il y a une partie tu comprends, il y a la BM à payer. Tu comprends, il y a la BM à payer. Il y a la dot à payer. Tu vois, tu sais, aller à la médiathèque, ça rapporte pas. Tu vois, il y a cette réalité aussi, il faut pas la nier. Ouais, les gens n'ont plus la culture du livre non plus. Enfin, voilà, on est dans la périphérie. Donc c'est un peu facile de dire que tout est caché quand on veut pas aller voir. C'est peut-être nos mains qui font ça quand c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. La faute nous incombe à tous, en fait, je pense. Et aussi nous les premiers, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai raconté moi l'histoire de ma famille, parce que je me dis que quelque part, la vraie dette, elle est là. C'est-à-dire que si on raconte pas l'histoire de nos familles, ben les gens sont pas censés non plus deviner réellement ce qui se passe si on dit rien. Et donc,
Est-ce que tu as parlé de la colonisation 700 ans des Ottomans sur l'Algérie? Ou est-ce que c'est pas le sujet, c'est juste... J'ai parlé, il n'y a pas de problème, parce que je vais te dire, mon arrière-arrière-grand-père, c'est le dernier bey de Constantine. C'est le plus grand résistant du 19e siècle contre la France coloniale. Et que tu me dis que tu affectionnes l'émir Kader, Abdelkader, c'est un ennemi de mon aïeul. Et j'ai donné mon arbre généalogique et toute la partie de l'histoire qui a été occultée aussi bien par la France coloniale que les archives militaires, où j'interroge d'ailleurs pas mal d'États français, mais aussi parce que j'explique que l'histoire a continué de s'écrire, que son petit-fils, là je te révèle oralement des choses comme j'en avais déjà fait dans le livre, mais que son petit-fils a fini commandant français parce qu'il a fait les 2 guerres mondiales, qu'il est parti en Allemagne, et que dans les 2 registres et dans les documents français, on dit français musulman. À ce moment-là, le problème ne se posait pas. Ouais. Mais moi, je le dis encore français musulman, j'ai pas de problème avec ça. Oui, mais le problème, c'est qu'on dualise l'idéologie. Le problème, c'est que maintenant, on est colonisé idéologiquement du Moyen-Orient. J'ai rien contre les Arabes, j'ai un problème avec les arabisants. C'est pas pareil. J'ai rien avec la langue arabe en tant que telle, j'ai un problème avec les arabisants. Et donc, justement, si on dit pas que nous sommes... Attends, juste s'il te plaît, avant que tu partes, Radia, parce que je vois où tu veux m'emmener, et je pense que tu as raison, et là on va être d'accord. Mais juste avant que tu partes sur le Moyen-Orient et sur l'impérialisme religieux des Orientaux, et ça, à mon avis, on va être d'accord. Mais qui accepte ça? Je veux dire, en quoi la France est responsable de ça, et en quoi l'histoire algérienne répond de ça? Je pense qu'en Algérie, il y a aussi les paraboles qui sont tournées vers le Moyen-Orient. Il n'y a pas besoin de la France pour ça. Donc, en quoi la France est responsable? Non, en fait, je vais te dire, il y a plusieurs couches qui se superposent. Il faut tout décloisonner. Il faut revenir à la racine. Je pense que dans les années 80, on était déjà dans la pacification. Nous sommes les enfants des années 80. Les enfants de l'antiracisme. Ouais, mais il y avait une chape de plomb sur l'histoire de la colonisation. Pourquoi? Parce qu'elle est encore fraîche et récente. On ne peut pas se permettre d'en parler maintenant. Et c'est un travail qui devait se faire. Il y a eu des mariages et des mariages mixtes et des mélanges à ce moment-là beaucoup plus. Et les gens, ils étaient épanouis, on était bien. Cette époque-là, pour moi, on était très heureux. Il n'y avait pas de juifs. On avait des amis juifs, on avait des amis chrétiens. On s'en foutait. On est musulmans, oui, d'accord, mais on a été aussi nous-mêmes abusés en tant que Français musulmans par les politiques qui avaient tout un grand intérêt à ce que l'on, entre guillemets, ne s'intègre pas totalement. Pour nous faire, c'est pas le peuple en tant que tel, c'est vraiment les politiques qui ont fait des contrats avec le Moyen-Orient pour nous vendre toute leur doctrine via toutes les librairies qu'on trouve. Le noyau dur, il était à ce niveau-là aussi par rapport au discours ambiant qu'on a laissé se propager, alors que nous, dans notre vécu, entre guillemets, nos parents, ils avaient déjà tourné la page. On était à autre chose, et on nous a refait un bond en arrière. On a refait un bond en arrière. Et là, on est dans les extrêmes, mais un bond en arrière où on revient à l'histoire, on nous parle des croisades. Dans les années 80, on ne parlait plus des croisades, on parlait pas de ça. C'est vrai qu'il va falloir faire du nettoyage là-dedans, dans notre histoire propre de France, en disant tous les pans de l'histoire qui font mal. Moi, je suis, par exemple, pas une adepte de l'indemnisation. Parce que j'explique que j'aurais pas du tout... Et pourtant, juste une parenthèse, pourtant, il y en a de l'indemnisation, c'est-à-dire que la France, en fait, elle balance la pièce en Afrique, on nous explique que la France colonise l'Afrique, etc., ce qui est peut-être vrai, j'en sais rien. Mais il y a ça aussi, mais ça, c'est vraiment à la haute échelle politique, c'est pas le peuple, mais en fait, le peuple, il doit être conscientisé, parce que j'ai dit que être un citoyen, finalement, c'est être un politique. Et on est tous responsables de ce qui nous arrive dans notre propre politique française. Si on a une politique française envahissante à l'étranger et qu'il y a 2 politiques différentes entre celle qui est intérieure et celle qui est extérieure, c'est à nous de dénoncer, mais pas que de dénoncer, de prendre les commandes pour arrêter ça. Et donc, ne rien faire et dormir, c'est aussi cautionner quelque part par notre lâcheté. C'est ça, parce que du coup, moi, j'ai toujours pas compris en fait quel est le rapport entre la colonisation de la France en Algérie et les problèmes identitaires qu'on rencontre aujourd'hui. Parce que pour moi, je vois pas en quoi c'est lié, si ce n'est un ressentiment. Attends, juste je finis ma phrase. Si ce n'est un ressentiment et une espèce de culture de la vengeance qu'on sent chez certains. Alors, est-ce que c'est les parents qui l'ont allumé? Est-ce que c'est les idéologies du Moyen-Orient? Je sais pas, mais en tout cas, on sent une espèce de désir de vengeance. Comme si moi, je voulais me venger aujourd'hui d'un Allemand. Comme si aujourd'hui, j'attrape un Allemand dans la rue, je lui dis, sale colon, t'as niqué la moitié de mon pays, je vais te niquer. Tu vois, ça a quelque chose d'un peu pathétique quand même. En fait, le trouble et le trauma, il est entretenu aussi par les politiques françaises. C'est pas le peuple.
Et l'Algérie vraiment... aussi, hein, notamment l'Algérie. Oui, 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 oui. Il y a aussi de la propagande là-bas. Et donc, on maintient le peuple toujours dans la mémoire coloniale. Ah, 62, c'était qu'ici, hein, c'était là, on voit les films. Voilà. Et par exemple, il y a un autre aspect dont on ne parle quasi jamais, c'est que les Franco-Algériens, on va dire, bien qu'on soit Franco-Algérien, qu'on ait des ascendances, on nous nie notre francité comme on nous nie notre algérianité. C'est-à-dire dans ce que nous sommes viscéralement. Alors moi, par contre, je suis... Plusieurs cultures. C'est-à-dire nous sommes faits de plusieurs cultures. Moi, je suis... Moi, je suis... Pardon, vas-y, termine, excuse-moi. J'y arrive juste pour te dire où est-ce qu'il est le problème profond. Quand tu es en France, tu te dis français, tu entends des politiques qui parlent n'importe comment et que tes grands-parents ou ton père a souffert de ça. Il y a un truc qui va bugger dans ta tête. Obligé. Il y a un truc qui va bugger dans ta tête. Parce que tu vois que finalement, l'insulte et l'offense, elle est encore quotidienne. On te fait une insulte et une offense au quotidien. Comment tu veux zapper? Tu peux pas zapper à partir du moment, mais il va falloir en parler de toute façon. Mais pas qu'on se fasse insulter comme des éternels étrangers. Puis de l'autre côté, on a les autres qui viennent d'émigrer, qui sont dans le bain, maintenus dans le cocon, en Algérie, de la propagande, anti-France, et qui font la chaîne à l'ambassade, au consulat, pour venir, mais avec tout le package. Ah, les Français, ils nous ont fait ça. Et il y a une schizophrénie. Donc, c'est-à-dire, eux, ils viennent, et nous, on est déjà passé à autre chose, nous, les Franco, on a vécu les 20 ou 30 ans ensemble, on est déjà dans un autre registre. On se fait gangréner par cela. Pas parce qu'on les aime pas, mais idéologiquement, on est aussi amalgamé avec eux, avec le discours qu'ils viennent et qu'ils importent. Sous prétexte d'avoir le même faciès, sous prétexte aussi d'être des Algériens comme eux. Cet aspect-là, on n'en parle pas assez. Et c'est ça que j'ai mis. Il y a quand même trois choses que je voudrais dire pour répondre à tout ce que tu viens de dire. La première, c'est que effectivement, ceux qui viennent ici, on voit qu'il y a une revanche contre l'identité française, contre la France, contre le pays. Donc tu as parlé de la schizophrénie, ok, je vais pas. Il y a des opportunistes, ils sont pas tous dans ce registre-là. Oui, mais voilà. Du coup, on voit quand même parmi les gens de notre génération, même qui ont grandi sur notre sol, avoir quand même les mêmes revendications. Je dis pas que c'est la majorité, mais je dis simplement qu'ils font beaucoup de bruit et qu'il y en a quand même de plus en plus. Ce que je voulais aussi dire, c'est que moi, je fais partie de ceux qui considèrent les gens comme toi comme des Français. Il est hors de question pour moi de dire que l'islam n'est pas une religion française, et il est hors de question pour moi de nier une quelconque francité à des personnes comme toi. Pour moi, vous êtes des Français, donc ça doit être bien clair pour tout le monde. Je le dis autant pour notre débat que pour ceux qui suivent la chaîne. Pour moi, vous êtes des Français. Il y a rien d'autre à dire. Après, il y a d'autres gens qui arrivent et qui sont baignés dans le discours anti-occidental algérien parce que les politiques algériens sont tellement mauvais que la seule chose qu'ils ont à répondre à la famine de leur peuple, c'est « Wallah, c'est l'Occident, les chétans, nanani, nanana ». On les écoute toute l'année dire ça. Regardez ce qu'ils ont fait, comment ils ont ruiné le pays, voilà. Et regarde après quand ils arrivent en France, moi, mon fils se fait insulter de sale français alors qu'il est tout bronzé, se fait insulter de sale français par un Algérien. Je vais trouver le daron et le daron, il me dit « Ouais, mais tu sais, j'y peux rien, mon fils, c'est un balèze ». J'ai dit non mais attends, et là ton fils qui dit, c'est un truc qu'il a dû écouter à table. Il dit ça le français. Ça craint quand même. C'est à l'époque où j'habitais encore en quartier, j'y étais resté par nostalgie, la nostalgie du vivre ensemble dont tu parlais tout à l'heure, parce que j'ai vécu la même chose. Et c'est vrai qu'à cette époque c'était bien. Et le gars me dit ouais mais tu comprends, mon fils c'est un balèze. Je lui fais non mais c'est pas une histoire de balèze, là je suis en train de te parler de racisme. Et là-dessus il y a un de mes potes qui arrive. Et qui lui porte la barbe parce que c'est l'imam du quartier, qui porte la barbe, la djellaba, et lui dit les mêmes mots que moi, lui dit mais tu te rends compte, ça se fait pas, machin, et là il s'excuse, non mais je suis désolé, machin. Mon visage blanc l'empêche de s'excuser. Par contre quand il voit quelqu'un de la communauté, il a honte. C'est la fameuse chouma devant la communauté. Mais devant moi, il en a rien à faire. Et ces hypocrisies, il faut en parler aussi. Ah, j'en parle dans le livre, t'inquiète, il peut pas 700 pour rien. Tout le monde va être servi. Je parle aussi du voile. Alors le voile, si tu veux en parler, tu es très critique au niveau du voile, c'est intéressant parce que je trouve que tu es très critique alors que tu le portes. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, je pars du principe que il est traditionnel, mais j'ai fait mon propre cheminement. J'ai fait aussi des études. J'ai été sur les bancs d'écoles islamiques. J'ai lu beaucoup de bouquins. En France? En Belgique. Je regarde aussi les émissions, tu vois, donc. Je suis en contact avec des théologiens, avec des imams. Je critique quand je critique même dans mes vidéos, je leur envoie par mail. Ils me connaissent. Donc, je parais pour un peu une farfelue comme ça, mais je mâche pas mes mots. Et donc,
Non, moi je trouve que tu es très intelligente et très pertinente, mais c'est vrai que tu fais un peu ovni, et c'est pour ça que j'ai voulu parler avec toi, parce que tu fais un peu ovni. C'est-à-dire que tu as tes idées à toi, et on sent que t'es pas arrêté sur quelque chose ou sur des gens que t'écoutes sans réfléchir. C'est ça qui est intéressant. Ouais, merci. Donc, pour revenir, donc je dis que quand on regarde dans l'histoire, le problème, c'est pas, pour moi, le problème, c'est pas l'islam avec un grand I qui est un problème. C'est l'islam des phallus. J'appelle ça des zizi faibles. Je les appelle comme ça. Pourquoi? Parce que on veut toujours, d'ailleurs, même pour revenir à la colonisation, comment on contrôlait finalement, qu'on avait un contrôle social sur les populations dominées. On utilise la femme et le corps de la femme entre celle qui est trop vêtue contre celle qui n'est pas assez vêtue. Et finalement, la femme, elle devient la Barbie au milieu d'une guerre de virilité, de coq, qui sont des guerres de coq et de virilité entre deux protagonistes ennemis. D'un côté, ceux qui ne sont pas forcément musulmans et ceux qui sont musulmans. Or, pour moi, la femme et la femme musulmane, elle a une personnalité et c'est une entité à part entière. Et donc, on réinterroge à ce moment-là, dans le game, dans le jeu, quelle est la place de chacun des protagonistes et notre propre place à nous. On a aussi notre mot à dire. C'est pour ça que le livre s'appelle La Muse, avec 2 Z, la muselière et tout ça, droit de réponse. On répond à tout le monde. Et pendant 30 ans, vous avez tous parlé, maintenant c'est à notre tour de parler. Est-ce que tu nous parles là d'une réappropriation féminine des textes en fait et de tout le corpus islamique? C'est même pas une réappropriation féminine. C'est l'islam si on dit que l'islam est universel, si on dit que l'islam s'adresse à tout le monde, il y a autant de femmes que d'hommes sur terre. On peut pas occulter la moitié du sexe opposé pour le faire que la réinterprétation purement masculine et Non, misogyne. je dis réappropriation dans le sens où il y a quand même une large histoire patriarcale au sein de l'islam et on sait que c'est largement des hommes qui ont quand même façonné les corpus idéologiques musulmans, puisque c'était l'islam, c'est En quand même fait, déployé il y a eu plus de 10 000 savantes musulmanes, il y a eu énormément d'érudites et de femmes musulmanes qui Est-ce sont... que tu peux m'en citer? Parce que justement, je peine toujours à en trouver. Alors, la femme imam du 1er siècle de l'Hégire au temps de Mohammed. Mais elle a écrit, je veux dire, on a des choses tangibles pour aller Elle voir. s'appelait Waraka. Et comment on peut avoir ces écrits à cette dame? À cette sainte? Parce que on va fouiller dans les hadiths. Le problème qu'il y a aujourd'hui, déjà il faut connaître le fait historique à côté de la foi, du dogme et de la aqidah. Entre ce qu'on nous vend et puis il y a la réalité historique à côté. Et entrecroiser et réinterroger les hadiths et la chaîne de transmission. Donc, dans la chaîne de transmission des hadiths, tu vois, je te donne un bête exemple, mais en fait, ça vient pas tout de suite à ta tête puisque tu es tellement endoctriné par les bouquins qui te disent la femme ceci, la femme cela, ceci, tu veux être près de Dieu. On utilise toujours Dieu comme alibi pour faire tout et n'importe quoi à la femme. Et elle s'est jamais interrogée à la source, qu'est-ce qu'il dit vraiment Dieu. Mais elle a lu les textes à travers le prisme des hommes. D'abord, elle s'est pas réapproprié les choses. Et c'est ça que je parlais, ouais. L'histoire lui donne raison. L'histoire donne raison à la femme. Après on réinterroge les sources historiques, on voit bien que même dans les hadiths et même dans les hadiths et dans le Coran, la femme elle est élevée à un grade très respectueux. Néanmoins, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? L'histoire de la civilisation musulmane, pas de l'islam avec un grand I, en tant que foi. Ça, c'est encore autre chose. Nous sommes des humains avant tout. Et donc, on a aussi le package de nos défauts, de nos aspirations, de nos péchés, de nos manquements. Et on ne lit qu'à travers toutes ces lunettes. L'islam avec un grand I, avec nos capacités intellectuelles. Je suis d'accord à une nuance près quand même que je rajouterais parce que je suis ancien sunnite, beaucoup le savent ceux qui me suivent sur cette chaîne, c'est qu'à l'époque moi mon cheminement final, il y a eu un long cheminement pour que j'apostasie l'islam, mais mon cheminement final ça n'existe pas l'apostasie. Mais sinon tu nous en parleras, mais selon moi si la meilleure des doctrines n'apporte pas un homme éthiquement au moins un peu supérieur aux autres, à quoi sert-elle? Ah oui, moi, en fait, pour moi, je pense que la foi et l'islam, et je pense que toutes les religions monothéistes ont cette sagesse, le dépassement de soi, le vrai combat, comme on appelle le djihad. Quand on le dit comme ça, comme une formule un peu toute faite, oui, c'est vraiment le combat contre soi-même, mais vraiment contre sa propre nature, contre ses propres penchants,
contre Grand ses djihad, propres tu parles, défauts. hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le grand djihad. C'est pas Ouais. du tout le fait d'aller faire la guerre. Je le dis pour ceux qui connaissent pas. C'est le combat que tout musulman doit effectuer contre lui-même pour se façonner, pour façonner son être et devenir quelqu'un d'encore meilleur chaque jour. Voilà. Et donc, dans mon livre, je me suis amusée je dis, même que dans mes vidéos, pour ceux qui me connaissent, il y en a plein qui m'ont insulté, ils disent, ouais, t'es contre l'islam, t'es contre ceci, t'es ceci, t'es ça. Je dis, mais je critique, et alors, je suis musulmane, et alors, il n'y a pas de problème. Je dis, Dieu, il donne la parole même à ses opposants dans des versets coraniques. Il est encore plus démocrate que vous. Et donc, je dis, s'il nous dit 50 fois dans le Coran, ne réfléchit-il pas, ne médite-t-il pas, si je veux appliquer ces versets coraniques 50 fois qui sont cités dans le Coran, ça veut dire que j'ai raison de réfléchir et de me poser toutes les questions que je veux. Voilà. Je sais pas si tu connais, les écrits de Mohamed Talbi, tu dois le connaître au moins de nom, qui était un coraniste tunisien qui est malheureusement décédé et qui lui avait tu m'y as fait penser en disant que le Coran est plus démocrate que les musulmans. Lui disait que l'islam est né laïque. Oui, il est laïque. Pour moi, il est laïque. Il est laïque. La sourate El-Kafirun est une preuve sans contestation. Le problème, c'est que quand on veut lui faire dire le séparatisme, on le comprend d'une autre manière. Qu'est-ce qu'elle dit, la sourate El-Kafirun? Dis à ceux qui ne croient pas que je ne crois pas en ce que... dis à ceux qui croient. Dis aux mécréants. Mais c'est pas mécréants, c'est au plus aux négation, ceux qui sont dans la négation de Dieu. Tu vois, c'est pas les mécréants dans le genre on va les tuer. C'est dis à ceux qui ne croient pas en Dieu. Je ne crois pas en ce en quoi vous croyez. Tout comme vous ne croyez pas en ce dont je crois. C'est-à-dire, à vous votre religion et à moi la mienne. Pour moi, c'est le verset coranique qui montre le vrai vivre ensemble et la réelle tolérance. Il y a quelque chose que j'ai aimé pour rebondir sur la vidéo que tu avais faite préalablement sur l'islamophobie avec Jean-Éric. Tu parlais, on te tolère, la tolérance, la nuance. En fait, on doit aller encore plus loin. C'est pas la tolérance, c'est la miséricorde. La miséricorde dans notre différence. Ben c'est ça, il y a une belle formule de Spinoza. Moi, j'aime bien quand Spinoza dit « Si le croyant avait véritablement une foi solide, si le théologien avait véritablement une foi solide et qu'il croyait véritablement en Dieu, il saurait que les desseins de Dieu ne sont tout simplement pas contrariables. On ne peut pas contrarier les desseins de Dieu. Donc, dans ce cas-là, le croyant n'aurait pour l'incroyant que pitié, que miséricorde. S'il a de la haine et s'il a de la colère, c'est bien qu'il doute de sa foi, c'est qu'il a peur que le dessein de Dieu n'advienne pas. Et du coup, Spinoza Dieu, il n'a pas besoin d'être défendu, en fait. C'est exactement ce que veut dire Spinoza, c'est-à-dire que les desseins de Dieu vont advenir quoi que les êtres humains fassent ou disent, si jamais il existe. Donc dans ce cas-là, Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Puis il faut avoir une foi très basse pour penser que Dieu aurait besoin d'être défendu. Voilà, exactement. Dieu n'a pas besoin d'être défendu. En fait, la meilleure manière de faire un réel plaidoyer pour Dieu, c'est d'aller vers les autres sans croire à détenir la vérité absolue. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde a la vérité absolue et tout le monde veut guider les autres. Des uns comme des autres, que ce soit les athéistes. En fait, on cherche tous à dialoguer les uns les autres, mais en fait, on cherche tous à persuader. On est toujours dans la relation dominant-dominé. On n'est pas dans le respect, le vrai respect. C'est ça notre problème. On mesure pas la dose, la bonne dose. Des fois, on fait sous couvert de... Parce qu'en fait, on veut être en fusion avec les autres. Alors, on déborde et on fait de l'ingérence. Plus on veut se rapprocher des autres, et plus on leur fait la guerre. Donc c'est un peu comme l'amour et la guerre. Hein. C'est les deux. C'est un peu ça. Il faut qu'on retrouve. Et toi, qu'est-ce que tu penses, du coup, vu que tu as vu les deux, c'est intéressant de te poser la question, qu'est-ce que tu penses du modèle, parce que tu as dû l'entendre, alors pas seulement dans la vidéo sur l'islamophobie, parce que j'en parle souvent, du fait que moi je défends justement ce modèle universaliste républicain français, hein, j'insiste, parce que c'est vraiment un modèle qui est mondialement unique, et c'est un modèle en fait qui place les lois de la République au-dessus de tout, et qui permet en fait à chaque croyance, qu'elle soit religieuse, philosophique ou politique, de pouvoir vivre ensemble de manière pacifique au sein d'un territoire géographique donné, en l'occurrence la France. Oui. Et ce modèle est en train de s'affaisser au profit du modèle anglo-saxon, du modèle américain, qui voudrait partitionner tout le monde. Et j'aime à rappeler quand même un fait d'arme qu'on a encore en France, c'est que s'il est très difficile à s'intégrer en France pour un immigré quand il vient, les immigrés, quand on leur demande si c'est difficile, ils disent que c'est difficile de s'intégrer en France, mais on est parallèlement le pays d'Europe où il y a le plus de mariages mixtes. Ce qui veut dire qu'il est très dur de s'intégrer en France, mais quand on le fait, on est considéré comme un vrai Français. Et ça, c'est quand même une victoire. Et ce modèle-là est en train de mourir. Et déjà, qu'est-ce que tu penses de ce modèle?
Moi, en fait, moi, je suis pour, comme je te dis, je suis laïque. Ouais, mais on peut être laïque, tu sais, comme les anglo-saxons, on peut être laïque Non, comme non, les Américains, en jurant non, sur la Bible. non, Leur président aux États-Unis jure encore sur la Bible. Et on peut être laïque comme en France, où c'est-à-dire on a une véritable neutralité religieuse dans les institutions. bah, ce terme de neutralité, il faut déjà le réinterroger parce que j'estime qu'il est trop galvaudé. Et il y a une OPA aussi dessus, je pense, par ce que j'appelle les athéistes, les extrémistes, et où on prend finalement en OPA l'appareil d'État par les extrémistes qui font la chasse à tous les croyants. Et donc, si on dit que on est laïque et on est pour une république laïque, je dis ouais, il n'y a pas de problème. Moi, avec la France laïque et républicaine, mais on accepte tout le monde avec une vision intégrationniste, pas avec une vision assimilationniste. Une vision intégrationniste. Ça veut dire quoi? Quelle différence tu fais entre les deux? Parce que c'est quand même en France le modèle assimilationniste dont tu nous parlais tout à l'heure qui a montré ses preuves jusqu'à maintenant. Et c'est ce système qu'on est en train d'abandonner. Le modèle intégrationniste, c'est plutôt le modèle américain où chaque communauté... C'est pas le multiculturalisme. Je suis pas pour le comment on appelle ça déjà? Multiculturalisme. Ouais, je suis pas pour le multiculturalisme à outrance. Donc, en fait, notre problème majeur, je pense que c'est le curseur. Où est-ce qu'on met les curseurs? Et pour pouvoir vraiment les mettre, il faut réinterroger la société, les gens, en toute démocratie, en toute transparence, sans les museler, au nom de la sacro-sainte bonne pensance, ci et là, pour qu'on retrouve nos repères et le dénominateur commun qui nous lie tous et qui font qu'on a réajusté les choses pour tout le monde et tout le monde trouve son compte. Je pense que c'est ça. Et donc, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que, pourquoi tu me dis j'ai le foulard, et je vais t'expliquer maintenant en plus en détail mon propre cheminement. J'ai mis le djilbab pendant plus de 15 ans. Avant, je mettais un petit foulard. Et tout au début, j'ai pas mis du tout le foulard. Donc, je suis une enfant de France. J'ai commencé à aller dans les écrits de l'islam. Entre guillemets, naturellement. Ce n'est pas si naturel puisqu'on n'a pas fait le travail en amont de savoir réellement et de réinterroger cela. On l'a pris en argent comptant. C'était naturel pour toi parce que tu avais sincèrement une foi et tu voulais comprendre ta foi. Non, je pensais que j'étais surtout en porte-à-faux par rapport à Dieu. C'est ça qu'on m'a vendu. C'est ça qu'on nous a vendu en tant que femme. Tu es en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu si tu mets pas le foulard. C'est ça qu'on te vend. Et on te dit que si tu veux être aimé de Dieu, il faut que tu respectes ses injonctions. Mais ils font dire pour moi, avec le temps, le recul, 20 ans dans le secteur et tout, ce que le verset coranique ne dit pas, en occultant justement le pan historique et les exégètes. Les vraies questions historiques d'harcèlement sexuel qu'il y avait déjà en ce temps-là. Et si on faut réinterroger ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec le livre, mais d'une manière très virulente. Pourquoi? Parce que j'ai fait comme je dis, j'ai fait même des universités d'été, j'ai posé des questions très dérangeantes, j'ai questionné la direction, j'ai questionné des documents, des syllabus de Aqida, on m'a pas reçu, j'ai dit c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Alors je fais la guerre dans le livre et je leur ai dit, j'ai écrit un livre et j'ai dit je vous le dis par transparence, je vais pas vous rater. Mais je les montre pas, c'est pas par haine que je le fais. Ça veut dire que c'est pas par frustration, c'est-à-dire en tant que femme et musulmane, d'avoir le droit de réinterroger des choses qui sont réinterrogeables sans qu'on nous ait à nous prendre pour des égarés, des farfelus, des non-musulmanes, des musulmanes occidentalisées. J'ai dit non, premièrement, je suis une musulmane occidentale. Et ça, il faut pouvoir le souligner. Et qu'on soit respecté en tant que tel, en tant que Français musulmans, et qu'on ne nous importe pas des doctrines d'Iran. On ne nous importe pas des doctrines avec ce qui s'est passé dans 89 en France. Et on nous a apporté tout Khomeini et tout le voile et le tchador. C'est important de le dire, ça, ce que tu dis, parce que c'est quelque chose que les gens ne savent pas, je pense. C'est que la France a quand même abrité Khomeini en son sein, et elle l'a abrité, et ensuite il est retourné en Iran pour faire la révolution iranienne en 1979. Et c'est la France qui a abrité cette personne, alors qu'on refuse d'abriter des gens comme les lanceurs d'alerte qu'on a vus là aux États-Unis récemment. Et on a abrité des gars comme Khomeini, c'est-à-dire qu'effectivement, les politiques français ont parfois une responsabilité dans le fait de soutenir des gens qui sont... Ils leur devaient de l'argent. Pour rebondir sur un travail qui avait été fait par, est-ce que c'était François Hessel, pas Indigne-vous,
les Stéphane services secrets Hessel. français. Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, les services secrets français. Et ben là, il en donne de la source, en ayant interrogé pas mal de gens. Et lui-même, hein, qui connaissait c'était les services secrets français, et il parlait de cette période-là, de détail par détail, comme quoi, comment la France, elle devait de l'argent à l'Iran. Et c'est comme ça qu'après, il y a eu les attentats, la prise de l'ambassade et tout le reste à cette époque-là, et les attentats de 94 à Saint-Michel. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Ouais, de toute façon, là-dessus, je pense qu'on est assez d'accord. La France, elle a quand même à regarder aussi comment elle a soutenu dans beaucoup de pays, comment la France a soutenu le terrorisme. Alors, pas directement, on va pas non plus sombrer dans le complotisme, mais la France a quand même soutenu et aidé des régimes qui étaient clairement dictatoriales. Quand on voit, par exemple, jusqu'à récemment, je crois que c'est jusqu'à il y a 4-5 ans, la mosquée de Lyon, qui est pas très loin de chez moi, c'est une mosquée qui était financée par l'Arabie Saoudite. Qu'on ne me fasse pas croire que les services secrets français ne savaient pas. Et ça, c'est voilà. Non, en fait, et je pense aussi que il faut, et même, je pense que nous qui n'étions pas assez matures, puisqu'on était très jeunes, on nous a fait manger la panade. En gros, on nous a fait manger la panade. Et puis, en ayant pris du poids et de l'esprit critique, on commence à revenir, pour beaucoup d'entre nous, je pense, sur ce qu'avait été cette période 80 où on était bien. Et maintenant, ça va être l'ère, je pense, des Français musulmans de s'imposer en tant que tels pour dire merde aux doctrines étrangères, qu'on ne veut pas se faire infiltrer en France et qu'on est solidaire avec nos concitoyens qui ne sont pas forcément musulmans avec nous. Mais le ton, je pense que l'avenir nous dira que ça va être notre révolution à nous. C'est à nous de la faire, cette révolution. Ouais, il y a cette honte que je perçois beaucoup chez les musulmans occidentaux, c'est de dire je suis français musulman, je suis belge musulman. Non, on dirait qu'il y a une espèce de honte à avoir un islam français. C'est pas une honte, c'est pas une réinterprétation, c'est pas. Oui, si on dit que l'islam est universel. Voilà. Mais c'est quoi encore? On revient à l'histoire, la mémoire coloniale. Ah ouais. T'acceptes l'islam français, l'islam des colons. Ah, c'est dans ce sens-là que tu voulais le dire tout à l'heure. Ok, j'ai compris. Il y a toujours, je t'ai dit, il y a l'histoire qui nous, il y a le politique, il y a la mémoire, il y a plein de choses. C'est énorme. Et donc c'est pour ça qu'il faut les strates. Il faut tout déblayer et refaire le puzzle. C'est-à-dire pas raconter une autre histoire. Enlever tout le brol là, tout le boxon qu'il y a. Comme ton armoire, elle est toute chamboulée, bah tu vas tout réenlever. Tu sais que ça c'était sa place, et tu vas tout réorganiser. Et en fait, on doit refaire la même chose avec nos mémoires. Et en fait, le discours des années 80, on l'entend pas. Le discours de notre génération, on l'entend pas. Il a été directement occulté, il a été directement asphyxié par les théories étrangères, l'islam du Moyen-Orient. T'as rien à dire, on est un gros magma. On nous entend pas, nous, cette génération, notre génération. Parce que nous sommes maintenant les adultes d'aujourd'hui, c'est à nous. Le vrai défi, il est à nous, à toi, à moi, à gens de notre génération, de le faire. C'est à nous de donner la donne. Parce que c'était notre génération. On est parti des extrêmes à d'autres extrêmes, en fait. Et on a fait qu'être des spectateurs. Et c'est vrai, j'aimerais aussi qu'on parle de personnes dont tu as parlé tout à l'heure. On en a parlé assez rapidement et je pense que c'est important de s'attarder sur eux. Déjà, d'une, parce que je suis comme toi, je les considère comme des ennemis au même titre que les islamistes. Ce sont les athéistes, c'est-à-dire ces gens qui se font passer pour des laïcs et qui sont des militants athées et qui ne supportent pas, qui ne tolèrent pas les croyants. Et ceux-là sont très dangereux aussi parce que, eh bien, ils confortent justement Moi, j'écoute aujourd'hui avec grande tristesse, avec grande peine, des gens qui sont nés en France, qui sont musulmans et qui disent ouais, mais bon, on n'est pas chez nous ici, c'est pas notre religion. Mais non, tu es chez toi ici, c'est ta religion. Mais en fait, te laisse pas rentrer ça dans la tête. Tu es ici chez toi. Ça veut pas dire qu'on n'a pas. Il y a un déficit historique. Il y a un déficit critique aussi. Mais si au quotidien, et puis il y a la réalité qui te rattrape. Si au quotidien on n'arrête pas de t'insulter et tu vois dans les médias on n'arrête pas de te dire comment tu veux qu'on vive, comment tu veux qu'on vive les uns et les autres épanouis? Ça n'intéresse pas le gouvernement qu'on vive épanouis les uns avec les autres. Un gouvernement fort, c'est un gouvernement, je suis désolée, on parle tout le temps de liberté, mais à un moment donné, il faut qu'ils mettent les freins. Le gouvernement. J'explique. Ou moi, personnellement, comme je disais, écoute, tu vas me faire chier. Moi, je suis pour faire un parti politique français
international français. Là, vous allez me voir au Parlement. Je dis, parce que vous parlez de moi avec mon voile et tout, je dis, je suis française. J'ai dit, nos aïeux, s'ils n'avaient pas fait la guerre contre les Boches à cette époque de Première et Deuxième Guerre mondiale, en fraternisant les uns avec les autres, tu serais encore en train de manger ta soupe de navet et ta choucroute allemande avant de venir me rendre, moi, étrangère, sur mon sol natal. Et donc, tout ça, il y a aussi beaucoup de choses à régler de ce côté-là. Et donc, tant qu'on n'écrit pas non plus les récits de nos familles, et on peut... En fait, c'est de notre faute. Il y a eu un film. Ouais, mais il y a eu un film de Jamel Debbouze là-dessus sur le sujet. Il y a énormément de livres, moi qui ai lu. Je pense qu'il y a aussi un problème d'appropriation, c'est-à-dire que il y a des gens qui se sentent pas français parce que, comme tu le dis, il y a un problème quand même avec cette histoire, mais ils vont pas aussi vers le savoir, et ça c'est un problème. Et puis il y a aussi le fait que cet islam hors sol qui primerait sur tout État, qui fait que ils se sentent d'autant plus déracinés. Et puis il y a aussi le fait que dans chaque pays du monde, et là le français autochtone, même si j'aime pas ce mot, le français autochtone est touché aussi, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de grande mondialisation, une grande soupe mondiale qui fait que tout le monde s'interroge sur son identité et tout le monde est un peu en panique sur son identité. Bah ouais, c'est pour ça que moi-même, d'ailleurs, j'ai fait ce travail. Je dis, vous m'avez tous fait chier avec l'identité, vous voulez de l'identité nationale. Voilà l'identité nationale, voilà c'est qui ma famille. Ça va pas faire plaisir, hein, ce que je raconte dans mon livre, parce que j'y vais franco, zéro censure, zéro politiquement correct, et tout le monde en prend pour son grade. Et donc, faut pouvoir mettre tout le monde à table, et qu'on règle tout le monde à la bonne heure, mais pour autant que on se dise franco ce qu'on pense, c'est ce qui nous fait mal aussi. Ça, c'est important. Ouais. Ce qui nous fait mal. Et on communique plus maintenant. On communique plus. C'est-à-dire, je préfère des débats ouverts, un peu musclés, forts et tout. On se dit merde, tu fais chier. Et après, on va se prendre un café. C'est bon. C'est ça. Là, la démocratie, elle vit. Ah, les collectifs cran, islamophobie, antisémitisme. Oui, t'es antisémite parce que tu racontes l'histoire en Algérie que les Juifs ont fait. Je dis oui. Il y a des bons juifs et des mauvais juifs. Vous voulez nous faire croire que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu que des juifs persécutés. Il y a eu des juifs colons. Il y a eu des juifs, et on le voit encore aujourd'hui en Israël. Hein. C'est pas de la science-fiction. Restons loin de ce problème. Il y a du bon. Pour une vidéo, ça va faire beaucoup. Il y a du bon et il y a du mauvais. C'est pas la foi en tant que telle qui va pas. C'est quand il y a un mix où on veut figer la foi à des idées politiques de domination. Voilà, c'est ça qui fout le boxon. Après la foi est personnelle et moi je respecte la foi de chacun et évidemment il s'entend que je respecte la tienne, mais on peut quand même s'entendre sur le fait que quand on désactive l'esprit critique, la religion est quand même un formidable outil de désactivation de l'esprit critique. Je me rappelle de... ouais, c'est l'opium du peuple comme on dit. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que Voltaire nous explique... Et la religion des athéistes visant à nous faire dans le consumérisme, dans le libertinage à outrance, ouais, mais ça, dans le terrorisme du sexe... Tout ça, c'est quoi ? Je suis plus mesuré que toi parce que je pense que effectivement il y a un athéisme qu'on peut prendre pour une religion et d'ailleurs je l'ai toujours dit et souvent ça vexe les athées et je dois avoir ce débat avec un athée, c'est que pour moi l'athéisme n'est qu'une religion comme les autres. Donc oui. Mais ça moi je dis pas que c'est eux qui sont le chantre de la du consumérisme, de la consommation parce que tous les pays sont comme ça. Hein. Voilà, tout le monde. On est tous... Non, je ne suis pas non plus dans le binarisme. C'est-à-dire quand je dis ça, c'est parce qu'on a une manière de caricaturer les religieux, d'être tous des extrêmes, ou bien donc je pourrais dire aussi que le consumérisme, puisque la religion, quelle qu'elle soit monothéiste, nous dit d'aller vers les autres, d'être dans l'altruisme et tout. Ben là, le consumérisme et l'individualisme, c'est tout l'inverse. Alors on pourrait très bien binariser les choses de la même manière et dire finalement c'est ceux qui n'ont pas de foi qui vont vers ça. Et tu vois bien que le boxon que ça peut foutre dans le débat. Donc on sait très bien. Et en plus de ça, par exemple pour des questions comme il y a un truc que j'avais bien aimé de M. Jean-Éric quand il disait on est entre guillemets peut-être pas autant pratiquant, mais on a gardé la morale chrétienne ou quoi. Il y a des gens qui se disent agnostiques et athées. Alors quand on parle de l'avortement, parce que je parle que des questions qui fâchent dans mon livre. Hein, moi je dis que c'est de l'infanticide. Et en fait, au nom de notre humanisme, on en devient un oxymore. Et donc j'explique qu'en fait on est en train de nous dire sous prétexte que nous serions entre guillemets religieux ou ayant la foi ou ayant une religion monothéiste qui interdit l'avortement, qu'on serait finalement défanatisés. Et en fait on oublie au passage qu'on est en train d'insulter tous les agnostiques et tous les athées qui pensent de la même manière que nous et qui sont pour la vie. On les traite tous d'infanticides. Je suis assez d'accord avec toi
j'espère ne pas choquer mon audience, mais Mais c'est je pas suis mal, hein, quelqu'un- c'est un bon débat, je pense. moi je C'est suis ça qu'il faut. moi je suis quelqu'un qui suis exactement d'accord avec toi sur ces questions-là, alors que je suis déiste et je suis pas religieux. Et souvent le seul argument qu'on nous oppose, c'est ah vous vivez à l'ancienne, ah vous êtes rétrograde, ah vous êtes des vieux cons, ah vous êtes. C'est pas un argument ça. Je vais parler de tout ça. Alors on va pas en débattre là parce que ça va nous faire repartir. Vraiment Dans le très loin. livre, de toute façon, c'est ce que j'ai fait. Donc tu Voilà. vas trouver tout. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est des choses qui sont dérangeantes et on nous empêche de parler et tout de suite on nous catalogue bon ou mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui encore on peut en parler, mais il y a quelques années tu disais que tu étais pour la France souveraine, ah t'étais d'extrême droite. Tu disais que Ah non, moi je suis toujours d'extrême droite alors. Si c'est comme ça, je suis toujours pour la France souveraine. Hein. ben, moi aussi, mais aujourd'hui Oui, ça je passe sais. un peu mieux. Mais il y a une époque où quand tu disais que tu étais pour ça, bah t'étais à l'extrême droite. Et puis quand tu dis que t'es pas trop pour le, tu vois là par exemple la loi bioéthique qui va arriver, Là, c'est catastrophique. nous vend l'avortement jusqu'à la fin. Donc là évidemment moi je suis pas d'accord. Là on est dans le meurtre. Ouais, le nazisme, hein, comme ils avaient raison, hein, même je remets en cause les statistiques de Simone Veil. Hein. J'ai carrément écrit, elle se rappelait de la Shoah, mais elle a oublié de regarder dans le rétroviseur. Hein, donc ce qu'elle a propulsé. Et en plus, elle a trafiqué les chiffres. Et ça, j'ai donné mes preuves. Hein. Les chiffres de quoi? Tu veux dire de l'avortement? L'avortement, oui, oui, j'ai donné tout ça pour faire céder le Parlement. Alors moi je pense que l'avortement était une bonne chose, mais il y aurait dû y avoir plus de conditions. Mais enfin bref, c'est un autre débat. Pour moi, l'avortement reste une exception. Oui, c'est ça. Ça devrait, surtout à l'époque où la contraception est gratuite pour presque tout le monde, ou alors vraiment pas cher. Enfin, on en refera un autre. On en fera un autre débat. C'est vrai que ça peut être intéressant. Ben écoute, Ok. c'était un premier contact en tout cas aujourd'hui. Oui, au plaisir. Eh ben je te remercie Merci pour ça. beaucoup. Merci. Et puis je diffuse la vidéo et puis on se refera des débats. Ça va On a générer fait des vite fait un réactions, tour. c'est bien, c'est ça que j'aime bien. Pardon? Je dis ça va générer des réactions, c'est ça qui est bien. Ouais, là on a fait un tour de table vite fait pour essayer d'apprendre à se connaître dans ce petit débat. Et puis après, on va, si tu en es d'accord, évidemment, approfondir les choses. Oui, ça me va. Eh ben allez, Je on te fait laisse. comme ça. Merci, Ben, au plaisir. Au je te revoir. remercie et puis je te souhaite une excellente après-midi et puis bon Oui. courage pour le taf.